À 11h moins 20, le matin du 20 juillet, elle sortit en trottinant sur sa véranda avec sa tasse de café et sa tartine de pain grillé, comme elle le faisait chaque fois que le thermomètre Coca-Cola, posé sur l'appui de la fenêtre, marquait plus de 10 degrés. C'était un bel été, le plus bel été dont mère Abigail pouvait se souvenir depuis 1955, l'année où sa mère était morte au bel âge de 93 ans. Dommage qu'il n'y ait personne avec elle pour en profiter, pensa-t-elle, en s'asseyant avec précaution dans son fauteuil à bascule. Mais les autres auraient-ils vraiment apprécié une si belle journée? Certains, sans doute. Les amoureux et les vieillards, dont les os se souviennent si bien de la morsure mortelle de l'hiver. Mais la plupart des jeunes et des vieux avaient disparu, et la plupart des autres aussi. Dieu avait durement châtié la race humaine. D'autres auraient sûrement contesté ce terrible jugement, mais pas mère Abigail. Il l'avait fait une fois par l'eau, il le ferait un jour par le feu. Elle n'avait pas à juger les actes de Dieu, bien qu'elle eût préféré qu'il ne place pas la coupe devant ses lèvres. Mais quand il s'agissait du jugement, elle se contentait de la réponse que Dieu avait donnée à Moïse devant le buisson ardent, quand Moïse avait cru bon de lui poser la question « Qui êtes-vous » Et Dieu lui avait répondu tout tranquillement du buisson « Je suis qui je suis ». Autrement dit, Moïse, arrête de tourner autour de ce buisson et remue un peu ton vieux derrière. Elle poussa un petit rire chevrotant, pencha la tête et trempa sa tartine dans son café pour bien la ramollir. Il y avait 16 ans qu'elle avait dit adieu à sa dernière dent. Elle était sortie sans dents du sein de sa mère, et c'est sans une dent qu'elle irait dans sa tombe. Molly, son arrière-petite-fille, et son mari lui avaient donné un dentier à la fête des mères un an plus tard, l'année de ses 93 ans. Mais il lui faisait mal aux gencives, et elle ne le mettait plus que lorsqu'elle savait que Molly et Jim allaient venir la voir. Elle le sortait alors de sa boîte, dans le tiroir de la commode, le rinçait soigneusement et le mettait dans sa bouche. Et si elle avait le temps, avant que Molly et Jim n'arrivent, elle se faisait des grimaces dans le miroir constellé de chiures de mouches de la cuisine. Elle grognait en montrant toutes ses grosses fausses dents blanches et éclatait de rire en se voyant. Elle avait l'impression de ressembler à un gros alligator tout noir. Elle était vieille, elle n'avait plus beaucoup de force, mais elle avait conservé toute sa tête. Abigail Fremantle, c'était son nom, était née en 1882. L'acte de naissance était là pour le prouver. Ah oui, elle en avait vu des choses depuis qu'elle était sur Terre, mais rien de pareil à ce qui s'était passé depuis un mois à peu près. Non, elle n'avait jamais rien vu de pareil, et son heure était venue maintenant, l'heure de faire quelque chose. L'idée ne lui plaisait pas du tout, elle était vieille, elle voulait se reposer, jouir du passage des saisons, jusqu'à ce que Dieu se fatigue de la voir trottiner toute la sainte journée, et décide de la rappeler dans sa maison de gloire. Mais à quoi bon discuter avec Dieu? Il vous répondait simplement « Je suis qui je suis » et point final. Quand son propre fils l'avait supplié d'écarter cette coupe de ses lèvres, Dieu n'avait même pas répondu. Alors elle, une pécheresse comme les autres, voilà ce qu'elle était. Et la nuit, quand le vent se levait et soufflait à travers le maïs, elle avait peur de penser que Dieu avait regardé ce petit bébé qui sortait d'entre les cuisses de sa mère au début de 1882, et qu'il s'était dit « Je vais la laisser là un bon petit bout de temps. Elle a du travail à faire en 1990. Un joli petit tas de feuilles de calendrier que ça va faire. » Son temps, ici, à Hemmingford Home, touchait à sa fin, et sa dernière saison de travail l'attendait à l'ouest, près des montagnes rocheuses. Il avait dit à Moïse de monter sur la montagne et à Noé de construire son arche. Il avait envoyé son propre fils se faire crucifier sur l'arbre de douleur. Alors, qu'est-ce que ça pouvait bien lui faire si Abby Fremantle avait affreusement peur de l'homme sans visage, de celui qui hantait ses rêves? Elle ne l'avait jamais vu, mais elle n'avait pas besoin de le voir. C'était une ombre qui traversait le maïs à l'heure de midi, une poche d'air froid, un corbeau perché sur le fil du téléphone. Sa voix l'appelait de tous les sons qui l'avaient toujours terrifié. Tout bas, c'était le tic d'une vrillette, la petite bestiole qu'on appelait aussi l'horloge de la mort sous l'escalier, qui lui disait qu'un être cher allait bientôt mourir. Ou très fort, c'était le tonnerre dans l'après-midi, le tonnerre venu de l'ouest qui grondait parmi les nuages comme une marmite infernale. Parfois, il n'y avait pas de bruit du tout, seulement le vent de nuit qui froissait les feuilles de maïs, mais elle savait qu'il était là, et c'était ça le pire, car alors l'homme sans visage lui paraissait à peine moins fort que Dieu lui-même.
et elle avait l'impression qu'elle aurait pu toucher l'ange noir qui avait survolé silencieusement l'Égypte, tuant les premiers-nés de chaque maison dont la porte n'avait pas été marquée de sang. C'était surtout ça qui lui faisait peur. Elle redevenait tout petite dans sa terreur, et savait que si d'autres le connaissaient et avaient peur de lui, elle seule connaissait la véritable mesure de son terrible pouvoir. « Belle journée, dit-elle en enfournant ce qui restait de sa tartine. Puis elle se balança dans son fauteuil en sirotant son café. Aucune partie de son corps ne lui faisait particulièrement mal, et elle fit une brève prière pour remercier Dieu de ce qu'il lui avait donné. Dieu est grand, Dieu est bon. Même un petit enfant pouvait apprendre ces mots qui renfermaient la totalité du monde, tout ce que le monde avait de bon et de mauvais. « Dieu est grand, dit mère Abigail, Dieu est bon. Merci pour le soleil et pour le café, pour m'avoir permis d'aller à la selle hier soir. Vous aviez raison, une poignée de dattes et le tour était joué. Mais, mon Dieu, comme je n'aime pas les dattes. Et est-ce que je vous aime? Oh, Dieu est grand, Dieu est bon. » Elle avait presque terminé son café. Elle posa la tasse et continua à se balancer, le visage tourné vers le ciel comme un étrange rocher vivant sillonné de veines de charbon. Elle s'assoupit, puis s'endormit. Son cœur, dont les parois étaient maintenant presque aussi fines que du papier de soie, battait sans se presser, comme il le faisait chaque minute, depuis 39 630 jours. Comme un bébé dans son berceau, vous auriez dû poser la main sur sa poitrine pour être sûr qu'elle respirait vraiment. Mais son sourire n'avait pas quitté ses lèvres. Les choses avaient bien changé depuis le temps où elle était petite fille. Les Fremantle, les esclaves affranchis, s'étaient installés au Nebraska, et l'arrière-petite-fille d'Abigail, Molly, ricanait cyniquement quand elle disait que l'argent avec lequel le père d'Abby avait acheté la maison, l'argent que lui avait donné Sam Fremantle de Lewis en Californie du Sud pour les 8 années que son père et ses frères étaient restés à travailler pour lui après la guerre de sécession, était l'argent du remords. Abigail retenait sa langue. Molly, Jim et les autres étaient jeunes, ils ne comprenaient rien à rien, sauf le bien tout blanc et le mal tout noir. Mais en elle-même, elle avait roulé de grands yeux et s'était dit « L'argent du remords? Eh bien, est-ce qu'il y a de l'argent plus proche que l'argent du remords ?» Ainsi, les Fremantle s'étaient installés à Hemingford Home, et Abby, la dernière, était née ici même. Son père avait joué un bon tour aux Blancs qui ne voulaient pas acheter aux Nègres, aux Blancs qui ne voulaient pas leur vendre non plus. Il avait acheté la terre, un petit bout par-ci, un petit bout par-là, pour ne pas inquiéter ceux qui avaient peur de ces cochons de nègres venus de là-bas. Il avait été le premier, dans tout le comté de Polk, à pratiquer la rotation des cultures, le premier à utiliser les engrais chimiques. Et en mars 1902, Gary Seitz était venu à la maison annoncer à John Fremantle qu'il avait été élu membre de l'Association des agriculteurs. Le premier noir élu dans l'État du Nebraska, c'était une bien belle année. Tout le monde avait sans doute une de ces années-là dans sa vie, une bien belle année. Et pour tout le monde, pendant quelques saisons, tout semblait aller tout seul, à merveille. Et ce n'est que plus tard qu'on se demande pourquoi. Comme quand vous mettez 10 choses différentes dans le garde-manger, 10 choses qui sentent très bon, et chacune prend un peu le goût de l'autre. Les champignons ont un goût de jambon, et le jambon un goût de champignon. La venaison prend un léger goût de perdrix, et la perdrix sent un tout petit peu le concombre. Et plus tard dans la vie, vous souhaitiez que toutes ces bonnes choses, qui vous arrivent toutes ensemble cette année-là, se soient étalées un peu mieux dans le temps. Que vous puissiez peut-être prendre une de ces bonnes choses et comme la transplanter en plein milieu de cette si mauvaise période de 3 ans qui ne vous a plus laissé que de mauvais souvenirs, ou même pas de souvenirs du tout. Mais vous saviez alors que les choses s'étaient déroulées comme elles devaient le faire, dans le monde que Dieu avait créé, dans le monde à moitié défait par Adam et Ève. La lessive mise à sécher, le plancher encaustiqué, les bébés lavés et langés, les chaussettes reprisées. 3 années sans rien qui vienne rompre le flot gris du temps, à part Pâques, la fête des morts et Noël. Mais les voies de Dieu étaient insondables, et pour Abby Fremantle, comme pour son père, 1902 avait été une bien bonne année. Abby pensait qu'elle était seule de sa famille, à part son père bien entendu, qui avait compris quelque grand-chose, que quelque chose d'extraordinaire, c'était d'avoir été invité à faire partie de l'association des agriculteurs. Le premier noir à faire partie de l'association des agriculteurs du Nebraska, et peut-être le premier aux États-Unis. Son père ne s'était pas fait d'illusions sur le prix que lui et sa famille devraient payer pour cet honneur,
les plaisanteries grossières, les insinuations racistes, surtout celles de Ben Convite et de ceux qui y étaient contre. Mais il avait compris aussi que Gary Seitz lui donnait plus qu'une chance de survie. Gary lui donnait la chance de prospérer comme les autres. Membre de l'association, il n'aurait plus de mal à se procurer de belles semences. Il n'aurait plus à transporter sa récolte jusqu'à Omaha pour trouver un acheteur. Peut-être serait-ce aussi la fin de cette histoire de canal d'irrigation et de cette dispute avec Ben Convite qui ne pouvait pas blairer les nègres comme John Fremantle, pas plus qu'il ne supportait les blancs qui aimaient les nègres comme Gary Seitz. Peut-être même que le percepteur cesserait enfin de le prendre à la gorge. Si bien que John Fremantle avait accepté l'invitation et le résultat du vote lui avait été favorable, par une confortable majorité. Oui, il y avait eu de méchantes blagues, de vilaines histoires, par exemple celle du rat qui s'était fait piéger dans le grenier de l'association, ou l'histoire de ce petit bébé noir qui était allé au ciel, qui avait reçu ses petites ailes noires, des ailes de chauve-souris, et Ben Convite qui racontait à tout le monde que la seule raison de l'élection de John Fremantle, c'était que le temps de la foire approchait et qu'on avait besoin d'un nègre pour faire l'orang-outan. John Fremantle faisait semblant de ne pas entendre ces choses-là, et rendu chez lui, il citait la Bible. « Heureux les humbles de cœur, et tu récolteras ce que tu as semé. » Et sa citation favorite, prononcée non pas dans l'humilité du cœur, mais dans la folle espérance de celui qui attend, « Les petits hériteront de la terre. » Peu à peu, il avait su apaiser ses voisins. Pas tous, pas les féroces comme Ben Convite et son demi-frère George, pas les Arnold et les Deacon, mais tous les autres. En 1903, ils avaient dîné avec Gary Seitz et sa famille dans la salle à manger exactement comme un blanc. En 1902, Abigail avait joué de la guitare à l'association pour le concours des Blancs à la fin de l'année. Sa mère ne voulait pas du tout. C'était une des rares fois où elle s'était opposée à son mari devant les enfants. Mais les garçons étaient déjà bien grands, et John avait les cheveux plus sels que poivre. « Oh, je sais bien comment ça s'est passé, » avait dit sa mère en pleurant. « Toi et Seitz, et puis Frank, vous avez tout arrangé entre vous. »« Je comprends, John Fremantle, mais toi, qu'est-ce qui t'est passé par la tête ? Ce sont des blancs. Tu sors avec eux dans la cour, et tu parles de ton maïs. Tu peux même aller en ville et prendre un coup avec eux, si Nate Jackson te laisse entrer dans son saloon. C'est parfait. Je sais bien ce qu'on t'a fait subir ces dernières années, je le sais parfaitement. Et je sais que tu continuais à sourire quand ton cœur devait brûler comme un feu de broussailles. Mais cette fois, c'est différent, c'est ta fille. Qu'est-ce que tu vas dire si elle monte sur l'estrade avec sa jolie robe blanche et qu'il se met à rire d'elle ? Qu'est-ce que tu vas faire s'il lui lance des tomates pourries, comme quand Brick Sullivan a voulu chanter avec les nègres ? Qu'est-ce que tu vas dire si elle vient te voir avec sa robe pleine de tomates écrabouillées et qu'elle te demande « Pourquoi, papa ? Pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Pourquoi est-ce que tu les as laissés faire ?» Eh bien, Rebecca, avait répondu John, je crois que le mieux, c'est que elle et David prennent leur décision. David était devenu son premier mari quand, en 1902, Abigail Fremantle était devenue Abigail Trotz. David Trotz était un noir qui travaillait comme valet de ferme du côté de Valparaiso, une trotte de près de 50 kilomètres chaque fois qu'il venait lui faire sa cour. John Fremantle avait dit un jour à Rebecca que ce bon vieux David s'était bien fait prendre au piège et que pour trotter, David Trotz avait appris à trotter. Beaucoup s'étaient moqués de son premier mari, tous ceux qui disaient « Pas difficile de voir qui porte la culotte dans cette famille ». Mais David n'était pas une lavette, c'était tout simplement un homme calme, réfléchi. Et lorsqu'il avait dit à John et Rebecca Fremantle « Quand Abigail croit qu'il faut faire quelque chose, eh bien, moi, je pense qu'elle a raison ». Elle aurait voulu l'embrasser, et c'est alors qu'elle avait dit à sa mère et à son père qu'elle allait devenir sa femme. C'est ainsi que le 27 décembre 1902, enceinte de 3 mois, elle était montée sur l'estrade de l'Association des agriculteurs dans le silence de mort qui avait suivi l'appel de son nom. Tout de suite avant, Gretchen Tillions avait dansé le French Cancan, montrant ses chevilles et son jupon aux hommes qui hurlaient, sifflaient et tapaient des pieds. Debout dans l'épais silence, le visage et le cou tellement noirs dans sa robe blanche toute neuve, le cœur battant à tout rompre, elle se disait « J'ai tout oublié, je ne me souviens plus d'un seul mot. J'ai promis à papa de ne pas pleurer, quoi qu'il arrive. Mais Ben Convite est là, et quand Ben Convite va crier « Négresse !» alors je vais sûrement pleurer. Je n'aurais jamais dû venir ici, mais pourquoi ? Maman avait raison, j'aurais dû rester à ma place, et maintenant je vais payer. »
La salle était remplie de visages blancs qui la regardaient. Toutes les chaises étaient occupées. Il y avait même des gens debout au fond de la salle. Les lampes à pétrole crachotaient. Les rideaux de velours rouge étaient ouverts et retombaient en grosses vagues retenues par des cordons dorés. Elle pensait « Je suis Abigail Fremantle Trotz, je joue bien de la guitare et je sais chanter. Pourtant, personne ne m'a jamais appris. » Et elle se mit à chanter « The Old Rugged Cross » dans le silence étouffant, ses doigts courant sur les cordes de la guitare. Puis un peu plus fort « How I Love My Jesus » et encore plus fort « Camp Meeting in Georgia ». Et les gens se balançaient maintenant, presque malgré eux. Certains souriaient, d'autres se tapaient les genoux en cadence. Ensuite, un pot-pourri de chansons de la guerre de sécession. When Johnny Comes Marching Home, Marching Through Georgia et Goober Peace. Encore plus de sourires pour le dernier morceau. Combien de ces hommes, vétérans de la grande armée de la République, avaient dévoré leur ration de faillots au bivouac? Puis elle avait terminé avec Tenting Tonight on the Old Campground. Et comme le dernier accord s'évanouissait dans le silence, elle s'était dit « Et maintenant, si vous voulez lancer vos tomates, allez-y, ne vous gênez pas. J'ai joué et j'ai chanté de mon mieux, j'ai bien joué et j'ai bien chanté. » Le dernier accord s'éteignit dans le silence, un silence si long qu'on aurait cru que tous ces spectateurs, assis sur leurs chaises, et les autres debout au fond, avaient été emportés au loin, si loin qu'ils ne pouvaient plus retrouver leur chemin. Et c'est alors que les applaudissements avaient crépité dans la salle, l'avaient emportée dans une longue vague chaude qui la fit rougir, elle qui ne savait plus quoi faire, les joues en feu, tremblant de tout son corps. Elle avait vu sa mère, qui pleurait à chaudes larmes, son père et David, leur immense sourire. Elle avait voulu descendre de la scène, mais on criait partout « Bis, bis !» Alors elle avait joué « Digging My Potatoes », une chanson un peu osée, mais Abby s'était dit que si Gretchen Tylians pouvait montrer ses chevilles, rien ne l'empêchait de chanter une chanson un tout petit peu paillarde. Après tout, elle était mariée. Il y avait 6 couplets, certains pires que les autres, et elle les avait tous chantés. Le public rugissait de plaisir. Elle s'était dit ensuite que si elle avait fait quelque chose de mal ce soir-là, c'était de chanter cette chanson, justement ce que les Blancs attendaient de la bouche d'une négresse. Encore une ovation tonitruante, encore des bis, bis. Elle était remontée sur la scène et le public s'était tu aussitôt. « Merci beaucoup. J'espère que vous me pardonnerez si je vous chante une autre chanson. Je ne pensais pas la chanter ici. Mais c'est la plus belle chanson que je connaisse. Elle parle du président Lincoln et de ce qu'il a fait pour ce pays, pour moi et les miens, avant que je sois né. » La salle était très silencieuse maintenant. Ils écoutaient tous. Sa famille était là, près de l'allée, à gauche, comme une tache de confiture de mûre sur un mouchoir blanc. « Grâce à lui, avait-elle continué d'une voix tranquille, ma famille a pu venir habiter ici, à côté de tous nos bons voisins. » Puis elle avait chanté l'hymne national. Et tout le monde s'était levé. Plusieurs avaient sorti leurs mouchoirs, et quand elle avait eu fini, ils l'avaient applaudi si fort qu'on aurait cru que la salle allait s'écrouler. C'était le plus beau jour de sa vie. Elle se réveilla un peu après-midi, cligna les yeux, car le soleil était fort, vieille femme de 108 ans. Mais elle s'était mal assise, et son dos lui faisait très mal maintenant. Il allait lui faire mal toute la journée, elle le savait bien. « Belle journée, dit-elle en se relevant lentement. Puis elle descendit l'escalier de la véranda, en se tenant bien à la rampe branlante, grimaçant à cause de son dos qui lui faisait si mal, des fourmis qui lui couraient dans les jambes. Sa circulation n'était plus aussi bonne qu'autrefois, mais n'était-ce pas normal? Bien des fois, elle s'était dit qu'elle ne devait pas s'endormir dans ce fauteuil à bascule, trop dur pour son dos. Mais à chaque fois, elle s'endormait, et le bon vieux temps défilait devant ses yeux. Ah, quel plaisir, oui, quel plaisir! Mieux que regarder une émission à la télé. Mais ensuite, quand elle se réveillait, c'était l'enfer pour son dos. Elle avait beau se faire la leçon, rien n'y faisait, et elle était comme un vieux chien qui refuse de se coucher ailleurs que devant la cheminée. Dès qu'elle s'asseyait au soleil, elle s'endormait, il n'y avait rien à faire, c'était comme ça. Elle s'arrêta au bas de l'escalier pour que ses jambes aient le temps de la rattraper, renifla un bon coup et cracha par terre. Quand elle se sentit à peu près comme d'habitude, à part son dos qui lui faisait si mal, elle se dirigea lentement vers le cabinet que son petit-fils Victor avait construit derrière la maison en 1931. Elle entra, ferma bien la porte, mit le crochet, comme s'il y avait eu dehors toute une foule à l'attendre, au lieu de quelques corneilles, et elle s'assit.
Un moment plus tard, elle se mit à uriner et soupira de contentement. Encore une de ces choses de la vieillesse dont personne n'avait songé à lui parler, ou est-ce qu'elle avait oublié d'écouter? On ne sait plus quand on a envie de faire pipi, comme si on sentait plus rien dans la vessie. Et si on ne fait pas attention, on fait pipi dans sa culotte sans même s'en rendre compte. Et elle n'aimait pas du tout se salir. Alors elle venait s'asseoir au cabinet 6 ou 7 fois par jour. Et la nuit, elle posait le pot de chambre à côté de son lit. Jim, le mari de Molly, lui avait dit un jour qu'elle était comme un chien qui ne peut pas passer devant une bouche d'incendie sans au moins lever la patte pour la saluer. Elle avait tellement ri qu'elle en avait eu les larmes aux yeux. Jim travaillait dans la publicité à Chicago, et il s'en tirait bien. Avant, en tout cas. Il était sans doute mort, comme les autres. Et Molly aussi. Béni soit-il, ils étaient avec Jésus maintenant. Depuis 1 an, elle ne voyait pratiquement plus que Molly et Jim. Les autres semblaient avoir oublié qu'elle était toujours vivante, mais c'était bien compréhensible. Elle avait fait son temps, et plus encore, comme un dinosaure qui se promènerait encore à travers champs. Un dinosaure, sa place est au musée ou au cimetière. Elle comprenait bien qu'il n'ait pas envie de venir la voir, elle, mais ce qu'elle ne pouvait pas comprendre, c'est pourquoi ils n'avaient pas envie de revenir voir leur terre. Il n'en restait plus beaucoup, c'est vrai, quelques hectares à peine, mais elle était toujours à eux, pourtant, leur terre. À vrai dire, les nègres ne semblaient plus s'intéresser beaucoup à la terre. On aurait même dit qu'elle leur faisait honte. Ils étaient partis faire leur petit bout de chemin à la ville, et la plupart, comme Jim, s'en tiraient vraiment bien. Mais comme cela lui faisait mal de penser à tous ces nègres qui ne voulaient plus voir la terre. Molly et Jim avaient décidé de lui installer un cabinet à chasse d'eau dans la maison 2 ans plus tôt. Et ils avaient été un peu blessés quand elle avait refusé. Elle avait essayé de leur expliquer, mais Molly n'avait rien compris. Elle répétait sans cesse « Mère Abigail, vous avez 106 ans. Qu'est-ce que vous pensez que ça me fait de savoir que vous allez sortir un jour pour faire pipi, un jour qu'il fera moins 25? Vous savez ce que le froid peut faire à votre cœur? » « Quand le Seigneur me voudra, le Seigneur viendra me chercher, » avait répondu Mère Abigail. Elle était en train de tricoter. Naturellement, ils avaient cru qu'elle ne les voyait pas, et ils s'étaient regardés en roulant des yeux. Il y avait des choses qu'on ne pouvait pas abandonner. Les jeunes ne comprenaient pas. En 1982, quand elle avait eu 100 ans, Cathy et David lui avaient offert une télé. Cette fois, elle avait accepté. La télé était une merveilleuse machine pour passer le temps lorsque vous étiez toute seule. Mais quand Christopher et Suzy étaient venus lui dire qu'ils voulaient installer le service d'eau, elle leur avait dit non, comme elle avait dit non à Molly et à Jim quand ils avaient gentiment offert un WC à chasse d'eau. Il prétendait que son puits n'était pas très profond, qu'il risquait d'être à sec s'il y avait un autre été comme celui de 1988, l'été de la sécheresse. Ils avaient raison, mais elle avait refusé malgré tout. Il croyait qu'elle avait perdu la boule, naturellement, qu'elle devenait sénile, couche après couche, comme un plancher noirci sous les couches de vernis. Mais elle savait bien qu'elle avait encore la tête sur les épaules, comme avant. Elle se souleva péniblement, versa un peu de chaud dans le trou, et sortit lentement dans la lumière. Le cabinet était très propre, mais ces endroits sont quand même toujours humides, même s'ils ne sentent pas mauvais. C'était comme si la voix de Dieu lui avait murmuré à l'oreille quand Chris et Suzy lui avaient proposé d'installer le service d'eau. La voix de Dieu quand Molly et Jim avaient voulu lui installer un trône de porcelaine avec un petit levier sur le côté du réservoir. Oui, Dieu parlait aux gens. Est-ce qu'il n'avait pas parlé de l'arche de Noé? Est-ce qu'il ne lui avait pas dit combien de coudées elle devait avoir en longueur, en profondeur et en largeur? Ben si. Et elle pensait qu'il lui avait parlé, à elle aussi, pas du buisson ardent, pas de la colonne de feu, mais avec une petite voix tranquille qui disait « Abby, tu vas avoir besoin de ta pompe à main. Profite de ton électricité tant que tu veux, Abby, mais veille à garder remplies tes lampes à pétrole, veille à moucher tes lampes. Et tiens ton garde-manger comme ta mère tenait le sien. Ne laisse pas tous ces jeunes gens te faire des choses que tu sais être contre ma volonté. Ils sont de ta famille, mais je suis ton père. » Elle s'arrêta au milieu de la cour, regarda la mer de maïs coupée au loin par la route de terre qui filait au nord vers Ducan et Columbus. 5 kilomètres plus loin, elle était goudronnée. Le maïs allait être beau cette année. Quelle pitié qu'il n'y ait plus personne pour le manger, à part les corneilles. Quelle pitié de penser que les grosses moissonneuses rouges allaient rester dans les granges en septembre. Quelle pitié de penser que pour la première fois depuis 108 ans, elle ne serait pas ici, à Hemmingford Home, pour voir l'été céder la place à l'automne joyeux.
Elle allait aimer cet été plus que tous les autres, car c'était son dernier, elle le savait. Et ce n'est pas ici qu'on la mettrait en terre, mais plus loin, à l'ouest, en pays étranger. Ça, c'était dur. En traînant les pieds, elle s'approcha de la balançoire et poussa le pneu. C'était un vieux pneu de tracteur que son frère Lucas avait accroché là en 1922. Depuis, on avait changé bien des fois la corde, mais jamais le pneu. Par endroits, il était usé jusqu'à la corde, et à l'intérieur, il était tout écrasé, là où des générations de jeunes fesses s'étaient assises. Sous le pneu, d'innombrables jambes avaient fait un grand creux dans la terre, un creux que l'herbe avait depuis longtemps renoncé à vouloir combler, et sur la branche où était attachée la corde, l'écorce était usée jusqu'à l'os blanc de l'aubier. La corde craqua, et cette fois elle parla à haute voix. « Seigneur, mon Dieu, s'il te plaît, écarte cette coupe de mes lèvres si tu le peux. Je suis vieille et j'ai peur, et surtout je voudrais rester là chez moi. Je veux bien partir tout de suite, si telle est ta volonté. Il en sera fait selon ta volonté, Seigneur. Mais Abby est une pauvre vieille négresse bien fatiguée. Que ta volonté soit faite. » Le silence, sauf le craquement de la corde sur la branche et le croassement des corbeaux dans le maïs. Elle appuya son vieux front ridé contre la vieille écorce du pommier que son père avait planté il y avait si longtemps, et elle versa des larmes amères. Cette nuit-là, elle rêva qu'elle remontait sur l'estrade de la salle des fêtes de l'association des agriculteurs. La jeune et jolie Abigail, enceinte de 3 mois, une grosse broche éthiopienne agrafée sur sa robe blanche, tenant sa guitare par le manche, elle qui montait dans ce silence, un tourbillon d'idées dans la tête, mais parmi toutes ces idées, une en particulier à laquelle elle s'accrochait. « Je suis Abigail Fremantle Trotz, je joue bien de la guitare et je sais chanter. Pourtant, personne ne m'a jamais appris. » Dans son rêve, elle se retournait lentement, faisait face à ces visages blancs levés vers elle comme des pleines lunes, faisait face à la grande salle des fêtes brillant de toutes ses lumières, baignée dans cette lueur orangée que renvoyaient les fenêtres légèrement embuées et les rideaux de velours rouge aux cordons dorés. Elle se cramponnait à cette idée et se mettait à jouer Rock of Ages. Elle jouait, et sa voix sortait de sa bouche, non pas nerveuse, non pas retenue, mais exactement comme elle était sortie lorsqu'elle répétait toute seule, riche et douce, comme la clarté orange de la lampe. Et elle pensait, « Ils vont m'aimer. Avec l'aide de Dieu, ils vont m'aimer. Ô mon peuple, si tu as soif, ne vais-je pas t'apporter l'eau du rocher? Ils vont m'aimer, et David sera fier de moi, papa et maman seront fiers de moi. Je serai fier de moi, je ferai jaillir la musique de l'eau et l'air du rocher. » Et c'est alors qu'elle le vit pour la première fois. Il était debout dans un coin, derrière toutes les chaises, les bras croisés sur la poitrine. Il était vêtu d'un blue jean et d'un blouson, avec des macarons sur les poches de devant. Aux pieds, il avait des bottes noires, poussiéreuses, aux talons usés, des bottes qui avaient parcouru bien des kilomètres dans l'ombre et la poussière. Son front était blanc comme la flamme d'un bec de gaz, ses joues rouges d'un bon sang clair. Ses yeux étincelaient comme le diamant bleu, brillaient d'une bonne humeur infernale. Un sourire brûlant et moqueur lui faisait desserrer les lèvres comme un chien qui montre les dents, et ses dents étaient blanches, aiguës comme les dents d'une belette. Il levait les mains, ses 2 poings serrés, aussi durs que les nœuds d'un pommier, et son sourire restait là, joyeux, atroce, hideux. Des gouttes de sang commencèrent à tomber de ses poings, et les mots se desséchaient dans la tête d'Abigail, ses doigts ne savaient plus jouer, un dernier accord discordant, puis le silence. « Mon Dieu !» criait-elle, mais Dieu avait détourné son visage. Puis Ben Convite se leva, le visage rouge, enflammé, ses petits yeux de porc tout brillants. « Salope de négresse !» hurlait-il. « Qu'est-ce qu'elle fait là sur la scène, cette salope de négresse ? Une salope de négresse n'a jamais fait jaillir la musique de l'air. Une salope de négresse n'a jamais fait jaillir l'eau du rocher. » Et des cris sauvages lui répondaient. Les gens se précipitaient vers elle. Elle vit son mari se lever et essayer de monter sur la scène. Un poing le frappa sur la bouche et il tomba à la renverse. « Foutez tous ces sales ratons laveurs au fond de la salle !» gueulait Bill Arnold, et quelqu'un poussa Rebecca Fremantle contre le mur. Un autre, Chet Deacon sans doute, enveloppa Rebecca dans le rideau de velours rouge d'une fenêtre, puis l'attacha avec un cordon doré. Il hurlait « Regardez-moi ça! Un raton laveur tout habillé! Une négresse déguisée !»
et d'autres accouraient, et tous se mettaient à bourrer de coups de poing la femme qui se débattait dans le rideau de velours. « Maman !» cria Abby. On arrachait la guitare de ses doigts, sans force, on l'écrasait contre le bord de la Seine, éclats de bois, cordes cassées. Affolée, elle cherchait des yeux l'homme noir au fond de la salle, mais sa locomotive s'était mise en marche, elle courait, courait, de toutes ses bielles bien huilées. Il n'était plus là, il était parti. « Maman !» hurla-t-elle encore. Des mains calleuses l'entraînaient, fouillaient sous sa robe, la griffaient, la tiraillaient, lui pinçaient le derrière. Quelqu'un la tira violemment par la main, et son bras se détacha de son épaule. Il reposait maintenant contre quelque chose de dur et de chaud. Et la voix de Ben Convite dans son oreille. « Tu l'aimes, ma chanson à moi, espèce de putasse de négresse !» La salle tournoyait autour d'elle. Elle vit son père qui essayait de s'approcher du tas de chiffons qu'était devenu sa mère, et elle vit une main blanche brandissant une bouteille qui s'abattait sur le dossier d'une chaise pliante. Puis un bruit de verre, puis la bouteille aux dents acérées qui brillait dans la lueur chaude de toutes ses lampes et s'écrasait sur le visage de son père. Et ses yeux, fixes, exorbités, et éclatèrent comme des raisins mûrs. Elle hurla, et la force de son cri sembla faire voler la salle en éclats dans les ténèbres, et elle redevenait mère Abigail, âgée de 108 ans, trop vieille, mon Dieu, trop vieille, mais que ta volonté soit faite. Et elle marchait au milieu du maïs, le maïs mystique dont les racines étreignaient à peine la terre, mais s'étendaient à perte de vue. Elle marchait, perdue dans le maïs argenté au clair de lune, noire comme du charbon dans l'ombre, et elle entendait le vent de cette nuit d'été agiter doucement les feuilles. Elle entendait le maïs pousser, cette odeur vivante qu'elle avait sentie toute sa longue, longue vie. Et bien des fois, elle avait pensé que cette plante était la plante de vie, le maïs, et que son odeur était l'odeur de la vie, le début de la vie. Oh, elle s'était mariée, et elle avait enterré 3 maris, David Trotz, Henry Hardesty et Ned Brooks. Elle avait eu 3 hommes dans son lit, les avait accueillis comme une femme doit accueillir un homme, ouvrant ses portes devant lui, et toujours ce plaisir brûlant. Mon Dieu, comme j'aime l'amour de mon homme, comme j'aime quand il me prend, quand il me donne tout ce qu'il a en lui. Et parfois, au moment de l'orgasme, elle pensait au maïs tendre, dont les racines étreignent à peine la terre, mais s'étendent à perte de vue. Elle pensait aux tiges juteuses du maïs, et puis quand tout était fini, quand son mari reposait à côté d'elle, l'odeur du sexe remplissait la chambre, l'odeur de la semence que l'homme avait répandue en elle, l'odeur du miel que son ventre avait distillé pour le laisser rentrer. Et c'était comme l'odeur du maïs que l'on épluche, douce et sucrée, une odeur qui montait à la tête. Et pourtant elle avait peur, elle avait honte de cette intimité avec la terre, avec l'été et les choses qui poussent, car elle n'était pas seule. Il était là, avec elle, 2 rangs sur la droite ou sur la gauche, juste derrière elle, un peu devant peut-être. L'homme noir était là, ses bottes poussiéreuses talonnant le gras de la terre, soulevant des nuages de poussière, et toujours son sourire dans la nuit, comme la flamme d'une lampe tempête. Puis il parla. Pour la première fois, il parla à voix haute, et elle put voir son ombre au clair de lune, grande, bossue, grotesque, dans le rang où elle marchait. La voix de l'homme était comme le vent de nuit qui commence à gémir entre les vieilles tiges sèches en octobre, comme le claquement sec de ces vieilles tiges blanches infertiles qui semblent parler de mort. Une voix douce, une voix de terreur. Elle disait « Je tiens ton sang dans mes poings, vieille mère. Si tu pries Dieu, prie-le qu'il t'emporte avant que tu n'entendes jamais le bruit de mes pas. Ce n'est pas toi qui as fait jaillir la musique de l'air, pas toi qui as fait jaillir l'eau du rocher. Et ton sang, je le tiens dans mes poings. » Puis elle s'était réveillée, 1 heure avant l'aube, et elle crut tout d'abord qu'elle avait fait pipi au lit, mais ce n'était que la sueur du rêve, lourde comme une rosée du mois de mai. Et son corps frêle frissonnait sans relâche, lui faisait mal partout, réclamait son repos. « Seigneur, mon Dieu, écarte cette coupe de mes lèvres !» Mais le Seigneur ne lui répondit pas. On n'entendait que le vent du petit matin frapper doucement aux carreaux, des carreaux qui ne tenaient plus très bien sous le vieux mastic craquelé. Elle se leva finalement, tisonna la braise dans son vieux poêle à bois et mit le café à chauffer. Elle allait avoir du pain sur la planche ces jours-ci, car elle allait recevoir de la visite. Rêve ou pas, fatiguée ou non, elle avait toujours bien reçu les visiteurs, et ce n'était pas maintenant qu'elle allait changer. Mais elle allait devoir prendre son temps, sinon elle oublierait des choses. Elle oubliait bien des choses ces temps-ci.
Elle perdait ses affaires jusqu'à ne plus trouver son ombre. D'abord, il fallait faire un tour au poulailler d'Addy Richardson, et c'était loin, une dizaine de kilomètres peut-être. Elle se demanda un instant si le Seigneur n'allait pas lui envoyer un aigle pour faire ces 10 kilomètres, ou bien encore le prophète Élie dans son chariot de feu pour qu'il lui fasse faire un petit bout de chemin. « Blasphème !» se dit-elle d'une voix sévère. « Seigneur, envoie-moi la force, pas des taxis. » Elle fit sa vaisselle, mit ses gros souliers et prit sa canne. Elle se servait rarement de sa canne, mais elle allait en avoir besoin aujourd'hui. 10 kilomètres pour l'aller et 10 kilomètres pour le retour. À 16 ans, elle aurait couru d'une traite jusque là-bas et serait revenue au petit trot. Mais le temps de ses 16 ans était bien loin. Elle partit dès 8 heures du matin, espérant arriver à la ferme des Richardson à midi pour y faire la sieste, en attendant que l'air fraîchisse un peu. Ensuite, elle tuerait quelques poulets, puis elle rentrerait à la brume. Elle n'arriverait qu'à la tombée de la nuit, ce qui lui faisait penser à son rêve de la veille, mais l'homme était encore loin. La visite qu'elle attendait était beaucoup plus proche. Elle marchait très lentement, encore plus lentement qu'elle ne croyait devoir le faire, car même à 8h30, le soleil était gros et lourd dans le ciel. Elle ne transpirait pas beaucoup, il n'y avait plus assez de chair sur ses os pour qu'elle puisse beaucoup suer. Mais quand elle arriva devant la boîte aux lettres des Goodell, elle dut se reposer un peu. Elle s'assit à l'ombre de leur poirier et mangea quelques biscuits aux figues. Pas un aigle en vue, pas un taxi non plus. Elle gloussa à cette pensée, se leva, fit tomber les miettes de sa robe, puis se remit en route. Non, pas de taxi. Aide-toi et le ciel t'aidera. Tout de même, elle sentait que ses articulations commençaient à donner de la voix. Ce soir, elle aurait droit à un récital. Elle se courbait de plus en plus sur sa canne, même si ses poignets la faisaient souffrir toujours plus. Ses souliers aux lacets de cuir jaune traînaient dans la poussière. Le soleil frappait dur, et à mesure que l'heure passait, son ombre se faisait de plus en plus courte. Elle vit plus d'animaux sauvages ce matin-là qu'elle n'en avait vu depuis les années 20. Un renard, un raton laveur, un porc-épic, une loutre. D'immenses bandes de corneilles croassaient en tournant dans le ciel. Si elle avait entendu Stu Redman et Glenn Batman discuter de la manière capricieuse, elle leur avait paru capricieuse en tout cas, dont la supergrippe avait emporté certains animaux, tout en laissant les autres tranquilles, elle aurait bien ri. La maladie avait emporté les animaux domestiques et épargné les bêtes sauvages, c'était aussi simple que ça. Quelques espèces domestiques avaient survécu, mais en règle générale, le fléau avait emporté l'homme et ses meilleurs amis. Il avait emporté les chiens, mais laissé les loups, car les loups étaient sauvages et les chiens ne l'étaient pas. Elle sentait des vrilles chauffées à blanc s'enfoncer dans ses hanches, derrière ses genoux, dans ses chevilles et dans ses poignets qui s'appuyaient sur la canne. Elle marchait en parlant à son Dieu, tantôt en silence, tantôt à haute voix, sans qu'elle puisse faire la différence entre les deux. Et elle se remit à penser à sa vie. 1902, la plus belle année, c'était vrai. Après cela, le temps était allé plus vite, comme si les pages d'un énorme calendrier s'étaient effeuillées à toute vitesse, sans un instant d'arrêt. La vie du corps s'en allait si vite, et comment se faisait-il qu'un corps puisse être aussi fatigué de vivre? David Trotz lui avait donné 5 enfants. L'un d'eux, Maybelle, s'était étranglé en mangeant une pomme dans la cour de l'ancienne maison. Abby étendait le linge, et quand elle s'était retournée, la petite était sur le dos, Violette, griffant sa gorge de ses petites mains. Abby avait réussi à faire sortir le morceau de pomme, mais la petite Maybelle était déjà froide, et elle ne bougeait plus. Seule fille qu'elle avait jamais portée, seule de ses nombreux enfants, à mourir d'une mort accidentelle. Et maintenant elle était assise à l'ombre d'un orme, derrière la clôture des Nogler. 200 mètres plus loin, elle voyait l'endroit où la route de terre se transformait en route goudronnée. L'endroit où la route des Fremantle devenait la route du comté de Polk. La chaleur faisait vibrer l'air au-dessus du goudron, et plus loin à l'horizon, on aurait cru du vif argent brillant comme de l'eau dans un rêve. Quand il faisait chaud, on voyait toujours ce vif argent à l'horizon, où que vous tourniez les yeux, mais ce n'était qu'une impression fugitive, on ne pouvait jamais bien voir, du moins pas elle. David était mort en 1913 d'une méchante grippe, pas tellement différente de celle-ci. En 1916, elle avait 34 ans, elle s'était remariée à Henry Hardesty, un fermier noir du comté de Wheeler, plus au nord. Henry lui avait fait une cour empressée.
Sa femme était morte, lui laissant 7 enfants, dont 2 seulement étaient assez grands pour se tirer d'affaire tout seul. Il avait 7 ans de plus qu'Abigail, et il lui avait donné 2 garçons, avant que son tracteur ne se retourne sur lui à la fin de l'été 1925. Un an plus tard, elle s'était remariée avec Nate Brooks, et les gens avaient jasé. Oh oui, les gens jasent, comme les gens aiment jaser. Parfois on croirait qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Nate était l'ancien homme de peine de Henry Hardesty. Il avait été un bon mari pour elle. Pas aussi doux que David, peut-être, et certainement pas aussi tenace que Henry, mais un brave homme qui avait fait à peu près ce qu'elle lui disait de faire. Quand une femme commence à prendre de la bouteille, il est bon de savoir qui porte la culotte à la maison. Ses 6 garçons lui avaient donné une fournée de 32 petits-enfants. Ces 32 petits-enfants avaient engendré 81 arrière-petits-enfants, autant qu'elle sache. Et au moment de la super grippe, elle avait 3 arrière-arrière-petits-enfants. Elle en aurait eu davantage si les filles ne prenaient pas la pilule ces temps-ci pour ne plus avoir de bébé. On aurait dit que pour elle, l'amour de leur homme était un jeu comme un autre. Abigail avait de la peine pour elle, mais elle n'en parlait jamais. À Dieu de juger si elle péchait en prenant ses pilules, et pas à ce vieux crétin chauve qui pontifiait à Rome. Mais Abigail avait été méthodiste toute sa vie, et elle était fichtrement fière de ne pas être du même bord que ces grenouilles de bénitiers de catholiques. Mais Abigail savait bien ce qui leur manquait. L'extase qui vous vient au bord de la vallée des ombres, l'extase qui vous vient quand vous vous abandonnez à votre homme et à votre Dieu, quand vous vous dites « que ta volonté soit faite ». L'extase finale de l'amour à la face du Seigneur, quand l'homme et la femme rachètent l'ancien péché d'Adam et d'Ève, lavé et sanctifié dans le sang de l'agneau. Oh, quelle belle journée! Elle aurait voulu boire un verre d'eau, elle aurait voulu être chez elle, dans son fauteuil à bascule, elle aurait voulu qu'on la laisse tranquille. Et maintenant, le soleil brillait sur le toit du poulailler, devant elle, sur sa gauche. 2 kilomètres encore, pas davantage. Il était 10h15. Elle marchait encore bien pour son âge. Elle allait se reposer tout à l'heure, dormir jusqu'à la fraîche. Ce n'était pas un péché, pas à son âge. Et elle avançait, pas à pas, au bord de la route, ses gros souliers recouverts de poussière. Oui, elle en avait eu de la parenté pour la bénir de son grand âge, une bien belle chose. Certains, comme Linda et ce bon arien de vendeur qu'elle avait épousé, ne venaient pas la voir, mais les autres étaient bien gentils, comme Molly et Jim, David et Cathy, et ils remplaçaient bien mille Linda avec leurs bons ariens de vendeur qui font du porte-à-porte pour fourguer leur méchante batterie de cuisine. Le dernier de ses frères, Luc, était mort en 1949 à 80 ans et quelques. Et le dernier de ses enfants, Samuel, en 1974 à 54 ans. Elle avait vécu plus longtemps que tous ses enfants, et ce n'était pas dans l'ordre des choses. Mais il semblait bien que le Seigneur avait des vues sur elle. En 1982, lorsqu'elle avait fêté ses 100 ans, le journal d'Omaha avait fait paraître sa photo, et un journaliste de la télé était venu l'interroger. « À quoi attribuez-vous votre grand âge » avait demandé le jeune homme. Il avait paru déçu de sa réponse si brève. « À Dieu ?» Ils auraient voulu qu'elle leur dise qu'elle prenait de la gelée royale, ou qu'elle ne mangeait jamais de porc rôti, ou qu'elle dormait les pattes en l'air. Mais elle ne faisait rien de tout ça. Pourquoi mentir ? Dieu donne la vie et il l'enlève quand il veut. Cathy et David lui avaient donné une télé pour qu'elle puisse se voir sur l'écran, et elle avait reçu une lettre du président Reagan, pas de la dernière jeunesse lui non plus, qui la félicitait de son âge avancé et du fait qu'elle avait voté pour le Parti républicain depuis qu'elle avait le droit de voter. Ah oui, mais pour qui d'autre voter ? Roosevelt et ses copains étaient tous communistes. Quand elle était devenue centenaire, la municipalité l'avait exonérée des taxes foncières à perpétuité, du fait de cet âge avancé dont Ronald Reagan l'avait félicité. Elle avait reçu un papier attestant qu'elle était la doyenne du Nebraska, comme si elle avait gagné un concours. Tant mieux pour les taxes, cependant, même si le reste avait été bien bête. Si on ne lui avait pas fait cadeau des taxes, elle aurait perdu ce qui lui restait encore de terre. Le plus gros était parti depuis bien longtemps. Les Fremantle et l'Association des agriculteurs avaient connu leur meilleure année en 1902. Ensuite, 1 hectare, c'est tout ce qui restait. Le reste, vendu pour payer les taxes et les impôts, vendu pour trouver un peu d'argent quand il n'y en avait plus, et elle avait bien honte de le dire, mais c'était ses propres fils qui avaient vendu le plus gros de la terre. L'année dernière, elle avait reçu une lettre de New York, une lettre de la Société américaine de gérontologie.
On lui annonçait qu'elle était la 6e plus vieille personne vivante aux États-Unis et la 3e pour les femmes. Le plus vieux de tous, c'était un monsieur de Santa Rosa en Californie. Ce monsieur de Santa Rosa avait 122 ans. Elle avait demandé à Jim de faire encadrer cette lettre pour l'accrocher à côté de celle du président. Jim n'avait pas eu le temps de s'en occuper avant le mois de février, et maintenant qu'elle y pensait, c'était la dernière fois qu'elle avait vu Molly et Jim. Elle arrivait à présent à la ferme des Richardson. Épuisée, elle s'appuya un moment contre la clôture et regarda la maison. Il devait faire frais à l'intérieur, bien frais. Elle avait l'impression qu'elle aurait pu dormir des siècles et des siècles, mais elle avait encore du travail à faire. Beaucoup d'animaux étaient morts de cette maladie, les chevaux, les chiens, les rats, et il fallait qu'elle sache si les poulets aussi. Une bien mauvaise plaisanterie si elle avait fait toute cette route pour ne trouver que des poulets crevés. Elle se traîna jusqu'au poulailler collé contre la grange, et s'arrêta quand elle entendit des caquettements à l'intérieur. Un instant plus tard, un coq se mit à chanter d'une voix enrouée. « Tout va bien, murmura-t-elle, tout va très bien. » Elle s'en retournait quand, près du tas de bois, elle vit un corps, la main sur les yeux. C'était Bill Richardson, le beau-frère d'Addie. Les bêtes l'avaient à moitié mangé. « Pauvre homme, dit Abigail, pauvre, pauvre homme. J'espère que les anges chantent dans ton sommeil, Billy Richardson. » Et elle repartit vers cette maison toute fraîche qui l'attendait. Elle semblait si loin encore, alors qu'en réalité elle n'était qu'au bout de la cour. Elle ne crut jamais y arriver, elle était à bout. « Que ta volonté soit faite, dit-elle en reprenant sa marche. Le soleil entrait à flot par la fenêtre de la chambre d'Amy où elle s'était allongée et endormie dès qu'elle avait retiré ses chaussures. Au début, elle ne comprit pas pourquoi la lumière était si vive, comme lorsque Larry Underwood s'était réveillé à côté du mur de pierre dans le New Hampshire. Elle s'assit, ses os fragiles lui faisaient mal. « Dieu Tout-Puissant, j'ai dormi tout l'après-midi et toute la nuit par-dessus le marché. » Si c'était vrai, c'est qu'elle devait être bien fatiguée, vraiment. Il lui fallut près de 10 minutes pour sortir du lit et se rendre jusqu'à la salle de bain, et 10 minutes encore pour mettre ses chaussures. Marcher était une véritable torture, mais elle savait qu'elle devait marcher. Si elle restait immobile, ses articulations allaient se coincer comme du fer rouillé. Boitillant, sautillant, elle se rendit jusqu'au poulailler, poussa la porte, grimaça quand la chaleur étouffante lui monta au visage, avec l'odeur des poulets, avec l'odeur inévitable de la chair putréfiée. Le puits artésien des Richardson alimentait automatiquement l'abreuvoir, mais la réserve de nourriture était presque épuisée et la chaleur avait tué un grand nombre des poules. Les plus faibles étaient depuis longtemps mortes de faim ou sous les coups de bec de leurs compagnes, et elles gisaient là, sur le sol, jonchées de graines et de crottes, comme des petits îlots de neige fondante. La plupart des poules encore en vie s'enfuirent à son approche, à grands coups d'ailes maladroits, mais les mélancoliques restèrent sur leur perchoir, clignant des yeux tandis qu'elle approchait lentement, en traînant les pieds, la regardant de leurs yeux stupides. Tant de maladies faisaient crever les poulets qu'elle avait eu peur que cette grippe ne les emporte aussi, mais elles avaient l'air en pleine forme. Dieu y avait veillé. Elle prit les 3 plus gros et leur fourra la tête sous l'aile. Ils s'endormirent aussitôt. Elle les jeta dans un sac, mais elle avait si mal qu'elle ne put le soulever. Il fallut donc qu'elle le traîne par terre. Du haut de leur perchoir, les autres poulets regardèrent la vieille femme s'en aller, puis reprirent leur féroce bataille à qui s'arracherait les derniers restes de nourriture. Il était près de 9 heures du matin. Elle s'assit sur le banc qui faisait le tour du chêne des Richardson dans la cour pour réfléchir. Sa première idée, rentrer chez elle dans la fraîcheur du crépuscule, lui paraissait encore la meilleure. Elle avait perdu une journée, mais la visite n'arriverait que plus tard. Elle pouvait utiliser cette journée pour s'occuper des poulets et se reposer un peu. Ses muscles commençaient déjà à jouer un peu mieux sur ses os, et il y avait aussi cette étrange sensation, plutôt agréable, au-dessus de son estomac. Il lui fallut quelque temps pour comprendre qu'elle avait faim. Elle avait faim, loué soit Dieu. Et depuis combien de temps ne mangeait-elle plus que par habitude, comme un chauffeur de locomotive qui enfonce du charbon sans penser à ce qu'il fait. Une fois qu'elle aurait décapité ses 3 poulets, elle irait voir ce qu'Addie avait laissé dans son garde-manger, et béni soit Dieu, elle allait sûrement adorer ce qu'elle trouverait. « Tu vois, se dit-elle, Dieu pourvoit à tout, béni soit-il. Abigail, béni soit-il. »
Soufflant, crachant, elle tira son sac jusqu'au billot qui se trouvait entre la grange et le bûcher. Dans le bûcher, elle trouva le grand couperet de Billy, elle le prit et ressortit. « Et maintenant, Seigneur, dit-elle en regardant le ciel limpide, tu m'as donné la force de marcher jusqu'ici, et je crois que tu vas me donner la force de rentrer chez moi. Ton prophète Isaïe dit qu'à l'homme ou à la femme qui croit, le Seigneur Dieu des puissances lui donnera des ailes d'aigle. Je ne connais pas grand-chose aux aigles, Seigneur, sauf que ce sont des bestioles pas commodes qui y voient très loin, mais j'ai 3 poulets dans mon sac, et je voudrais bien leur couper la tête sans me couper la main. Que ta volonté soit faite. Amen. » Elle prit le sac, l'ouvrit et regarda dedans. L'un des poulets était encore endormi, la tête sous l'aile. Les 2 autres se pressaient l'un contre l'autre et ne bougeaient pas beaucoup. Il faisait noir dans le sac, et les poulets croyaient que c'était la nuit. Rien de plus bête qu'un poulet, sauf peut-être un démocrate de New York. Abigail prit un poulet et le posa sur le billot avant qu'il ne comprenne ce qui lui arrivait. Elle abattit le couperet en grimaçant, comme elle le faisait toujours lorsque le tranchant de sa hache mordait le bois. La tête tomba par terre à côté du billot. Le poulet, décapité, s'enfuit à toutes jambes dans la cour des Richardson, crachant du sang à gros jets par le cou, les ailes battantes. Un moment plus tard, il comprit qu'il était mort et préféra se coucher tranquillement. Sale poulet, sale démocrate, mon Dieu! Le travail fut bientôt terminé. Elle avait eu tort de croire qu'elle allait rater les bestioles ou se faire mal. Dieu avait entendu sa prière. 3 beaux poulets, elle n'avait plus qu'à les rapporter chez elle. Elle remit les volailles dans son sac et rangea le couperet de Billy dans le bûcher, puis elle alla voir ce qu'il pouvait y avoir à manger dans la maison. Elle fit une sieste au début de l'après-midi et rêva que ses visiteurs se rapprochaient maintenant. Ils étaient juste au sud de York, dans une vieille camionnette. 6 personnes, dont un jeune sourd-muet. Mais c'était un garçon courageux, un de ceux à qui il fallait qu'elle parle. Elle se réveilla vers 3h30, un peu engourdie, mais bien reposée. Pendant les 2h30 qui suivirent, elle pluma les poulets, s'arrêtant quand son ouvrage faisait trop souffrir ses vieux doigts arthritiques. Elle chantait des cantiques en travaillant. Quand elle eut terminé de plumer le dernier poulet, ses doigts lui faisaient atrocement mal, et la lumière du jour avait commencé à prendre une teinte dorée qui annonçait l'arrivée du crépuscule. C'était fin juillet, les jours commençaient à raccourcir. Elle rentra pour manger encore un peu. Le pain était rassis, mais il n'avait pas moisi. Aucune moisissure n'aurait osé pointer son nez vert dans la cuisine d'Addy Richardson. Et elle trouva un pot entamé de beurre d'arachide. Elle se fit 2 sandwichs. Elle en mangea un, puis glissa l'autre dans la poche de son tablier, au cas où elle aurait faim plus tard. Il était maintenant 7h moins 20. Elle ressortit, ramassa son sac et descendit avec précaution l'escalier de la véranda. Elle avait pris soin de jeter les plumes dans un autre sac, mais quelques-unes s'étaient échappées et flottaient sur la haie des Richardson, toutes sèches depuis qu'elle n'était plus arrosée. « Je repars, Seigneur, dit Abigail en poussant un profond soupir. « Je rentre chez moi. Je n'irai pas vite et je n'arriverai sans doute pas avant minuit, mais le livre dit « Ne crains ni la terreur de la nuit, ni celle de l'heure de midi. J'accomplis ta volonté, Seigneur, de mon mieux. Prends-moi par la main, s'il te plaît, pour l'amour de Jésus. Amen. » Quand elle arriva à l'endroit où la route goudronnée devenait une route de terre, il faisait complètement noir. Des grillons chantaient, des grenouilles coassaient dans un creux humide, probablement la mare où s'abreuvaient les vaches de Kalkgoodel. La lune allait bientôt apparaître, une grosse lune rouge qui allait garder cette couleur de sang tant qu'elle n'aurait pas monté davantage dans le ciel. Elle s'assit pour se reposer et mangea la moitié de son sandwich. Que n'aurait-elle pas donné pour un peu de gelée de cassis afin d'ôter ce goût collant dans sa bouche? Mais Addy gardait ses confitures à la cave et l'escalier était trop raide. Le sac était à côté d'elle. Elle avait mal partout et ses forces semblaient l'avoir abandonnée alors qu'il lui restait encore 4 bons kilomètres. Mais elle se sentait remplie d'une étrange allégresse. Depuis combien de temps ne marchait-elle plus la nuit sous la voûte des étoiles? Elle brillait toujours aussi fort, et avec un peu de chance, elle allait peut-être voir une étoile filante et faire un vœu. Une belle nuit douce, des étoiles, une lune d'été qui commençait à montrer son disque rouge à l'horizon. Tout cela la faisait se souvenir de son enfance avec ses étranges inquiétudes, ses chaleurs, cette merveilleuse vulnérabilité quand elle était encore au bord du mystère. Oh oui, elle se souvenait d'avoir été jeune fille. Certains ne voudraient pas le croire, sans doute, comme ils ne pouvaient croire que le séquoia géant a jamais été une petite pousse verte.
Mais elle avait pourtant été une jeune fille, et en ce temps-là, les terreurs nocturnes dans l'enfance s'étaient un peu dissipées, remplacées par les terreurs de l'adulte qui venait vous assaillir en pleine nuit quand tout était silence, et que vous entendiez alors la voix de votre âme éternelle. Dans le bref intervalle qui avait séparé l'enfance de l'âge adulte, la nuit avait été un puzzle d'odeurs enivrantes. L'époque où, quand vous regardiez le ciel semé d'étoiles, quand vous écoutiez la brise qui vous apportait ces odeurs enivrantes, vous vous sentiez tout près du cœur de l'univers, de l'amour, de la vie. Et vous pensiez rester jeune à tout jamais. Vous pensiez. Je tiens ton sang dans mes poings. Un tiraillement sur son sac la fit tressaillir. Elle poussa un petit cri de sa voix cassée de vieille femme et tira vers elle le sac qui se déchira un peu au fond. Elle entendit alors un grognement sourd. Tapis au bord de la route, entre l'accotement de gravier et le maïs, une grosse belette brune roulait des yeux où se reflétaient des éclairs rouges de lune. Une autre vint la rejoindre, et une autre, et encore une autre. Elle regarda de l'autre côté de la route et vit qu'elle était bordée de belettes aux yeux interrogateurs. Elles avaient senti les poulets dans le sac. Mais combien pouvaient-elles être se demanda-t-elle. Elle s'était fait mordre une fois par une belette, un jour qu'elle s'était glissée sous la véranda de la grande maison pour chercher sa balle rouge, et quelque chose qui l'avait fait penser à une pleine bouche d'aiguille avait agrippé son avant-bras. La surprise de l'attaque, qui avait bouleversé si brutalement la monotonie des choses, comme un fer rouge plongé dans l'eau, l'avait fait hurler, autant que la douleur. Elle avait retiré son bras, mais la belette y était restée accrochée. Son pelage lisse et brun, taché de son sang, son corps fouettant l'air comme la queue d'un serpent. Et elle hurlait, secouait le bras, mais la belette refusait de lâcher, comme si elle était devenue une partie de son corps à elle. Ses frères, Micah et Matthew, se trouvaient dans la cour. Son père était sous la véranda, en train de feuilleter un catalogue. Ils étaient arrivés en courant, puis ils étaient restés figés sur place à la vue d'Abigail, âgée de 12 ans à l'époque, qui courait à toutes jambes dans la clairière, à l'endroit où la grange n'allait pas tarder à se dresser, la belette brune pendue à son bras comme une étole, griffe en l'air de ses petites pattes de derrière comme si elle cherchait une prise. Le sang avait giclé sur sa robe, ses jambes et ses chaussures. Son père avait réagi le premier. John Fremantle avait ramassé une bûche à côté du billot. « Ne bouge pas, Abby !» avait-il hurlé. Sa voix, la voix du commandement et de l'obéissance, depuis qu'elle était enfant, avait traversé son esprit, envahi par la panique, quand rien d'autre n'aurait sans doute pu le faire. Elle s'était arrêtée, et la bûche s'était abattue en sifflant. Une douleur atroce dans son bras, jusqu'à l'épaule, elle avait cru que son bras était cassé. Puis la chose brune qui avait été la cause d'une telle souffrance et d'une telle surprise gisait par terre, le pelage taché de son sang. Micah avait bondi en l'air et était retombé sur la bête à pieds joints, un horrible craquement, comme le bruit que fait dans votre tête le sucre candi quand vous l'écrasez sous vos dents. Et si la bête n'était pas déjà morte, elle l'était sûrement maintenant. Abigail ne s'était pas évanouie, mais elle avait éclaté en sanglots, s'était mise à pousser des hurlements hystériques. Richard, le fils aîné, arrivait en courant, pâle, effrayé. Lui et son père avaient échangé un regard. « Je n'ai jamais vu de toute ma vie une belette faire ça, » avait dit John Fremantle, en prenant sa fille dans ses bras. « Heureusement que ta mère était là-bas à cueillir les haricots. »« Peut-être qu'elle avait l'art, » avait commencé Richard. « Tais-toi » avait aussitôt répondu son père. Et sa voix glacée était celle de la colère et de la peur. Et Richard s'était tu, il avait fermé sa bouche si vite et si dur qu'Abby avait entendu ses dents claquer. Puis son père lui avait dit « On va aller à la pompe, Abigail, ma petite, on va laver toute cette saleté. » Un an plus tard, Luc lui avait expliqué que son père n'avait pas voulu que Richard dise que la belette avait presque certainement la rage pour faire ça, et que si elle l'avait, Abigail allait mourir de l'une des morts les plus atroces, à part les plus cruelles tortures que l'homme connaisse. Mais la belette n'avait pas la rage, la blessure avait guéri, et depuis ce jour, cependant, elle avait la terreur de ces bêtes, comme certaines personnes sont terrorisées par les rats ou par les araignées. Si seulement le fléau avait pu les exterminer, au lieu de tuer des chiens. Mais les belettes n'étaient pas mortes. « Je tiens ton sang dans mes poings !» Une belette fonça vers elle et mordit le gros ourlet du sac de jute. « Aïe !» hurla la vieille femme. La belette s'enfuit en montrant les dents, comme si elle souriait, un long fil entre les griffes. C'était lui qui les envoyait, l'homme noir. Elle sentit la terreur s'emparer d'elle. Elles étaient des centaines maintenant, grises, brunes, noires, toutes flairant les poulets. Elles étaient alignées des deux côtés de la route, se bousculant les unes les autres pour mieux sentir ce qu'elles sentaient.
Il va falloir que je leur donne les poulets. Tous travaillent pour rien. Si je ne leur donne pas les poulets, elles vont me mettre en pièces. Tous travaillent pour rien. Dans les ténèbres qui obscurcissaient son esprit, elle voyait l'homme noir sourire, elle voyait ses poings serrés, dégoulinant de sang. Un autre coup de dent, encore un autre. De l'autre côté de la route, les belettes se précipitaient maintenant vers elle en rang serré, à ras de terre, le ventre dans la poussière. Leurs petits yeux cruels scintillaient comme des poignards au clair de lune. Mais celui qui croit en moi ne périra point, car je l'ai oint de ma main, et rien ne saurait le toucher. Il est mien, dit le Seigneur. Elle se redressa, terrifiée, mais sûre maintenant de ce qu'elle devait faire. Allez-vous-en, hurla-t-elle. Oui, ce sont des poulets, mais je les garde pour mes invités. Allez-vous-en. Les bêtes reculèrent. Leurs petits yeux semblèrent se remplir d'inquiétude, et tout à coup elles disparurent comme un panache de fumée dans le ciel. Un miracle, pensa-t-elle, et elle se sentit remplie de joie, d'amour pour le Seigneur. Puis tout à coup elle eut très froid. Quelque part, loin à l'ouest, derrière les montagnes rocheuses que l'on ne voyait même pas à l'horizon, elle sentit qu'un œil brillant, s'ouvrait tout à coup et regardait dans sa direction, la cherchait. Aussi clairement que si les mots avaient été prononcés à haute voix, elle l'entendit dire « Qui est là ? Est-ce toi, vieille femme ?» « Il sait que je suis là, murmura-t-elle dans la nuit. « Oh mon Dieu, aide-moi, aide-moi maintenant, aide-nous tous !» Traînant son sac derrière elle, elle se remit en route.